commission telle qu'elle a été autorisée. Donc, il s'agit de l'affaire IT 98-34I, le procureur contre Mladen Nalitilic alias Tuta et Vinko Martinovic alias Stella. Merci. Merci. Bien. L'affaire ayant été identifiée, avant que je me tourne vers l'accusé ici présent, je voudrais que d'abord saluer les interprètes et m'assurer qu'ils m'entendent et qu'ainsi la cabine du public également, que le public puisse donc participer à nos débats comme il se doit dans une enceinte internationale judiciaire publique. Voyons, je me tourne d'abord vers le banc du procureur. Si je connais certaines personnes, je ne connais pas tout le monde, donc vous allez peut-être, Madame Brenda Hollis, vous présenter. Thank you, Your Honor. Brenda Hollis and Vasily Poryevaev appear on behalf of the prosecutor, along with the acting case manager, Patricia Reindeer. Merci. Comment se prononce exactement votre nom, Monsieur Poryevaev? Vous pouvez m'aider un petit peu? Vous pouvez m'aider à dire comment on prononce le mieux ou le moins mal possible votre nom, s'il vous plaît? The best way, Vasily Poryevaev. Poryevaev. Vous me le marquerez, monsieur le greffier, sous une forme phonétique. Merci en tout cas, excusez-moi. Je n'aime pas déformer les noms, mais malheureusement ça nous arrive. Je me tourne vers la défense maintenant. Maître, vous pouvez vous présenter, nous dire aussi de quel barreau vous êtes et quelles sont vos qualifications d'agrément auprès du tribunal, en tout cas telles que vous les avez présentées à monsieur ou à madame le greffier. Časni sude, ja sam Branko Šerić, odvjetnik, član sam Hrvatske odvjetničke komore i branitelj sam gospodina Vinka Martinovića. Bien, je vous remercie. Alors maintenant, donc, je vous remercie. Vous pouvez vous asseoir. Est-ce que, monsieur le greffier, les habilitations de maître Seric ont été versées? Elles ont été dûment vérifiées par rapport à son accréditation au barreau de Zagreb ou de Croatie, si j'ai bien compris. Il y a un barreau national. Comment cela fonctionne-t-il? Oui, tout est en règle concernant le mandat de maître Branko Seric. Bien, je vous en remercie. Ceci est consigné au compte-rendu puisque c'est sous l'autorité du greffe. Voilà, à présent, je vais me tourner vers l'accusé, donc qui comparaît aujourd'hui pour la première fois suite à un acte d'accusation qui a été dressé contre lui et qui a été signé à quelle date, monsieur le greffier, s'il vous plaît? Donc, l'acte d'accusation est signé du 18 décembre 1998 émanant de Louise Arbour et il a été confirmé par le juge Richard May le 21 décembre 1998. Bien, je vous en remercie. Alors, monsieur Martinovic, pouvez-vous vous lever, s'il vous plaît? Et vous allez indiquer au tribunal que je représente ici seul en fonction d'une ordonnance de Madame le Président MacDonald et conformément à nos textes du règlement de preuve et de procédure, vous allez énoncer clairement votre nom, votre prénom, votre date et votre lieu de naissance, votre profession, si vous en avez une, et votre résidence actuelle, s'il vous plaît. Nous vous écoutons. Časni sude, ja sam Vinko Martinović, zvani Štela, rođen sam 21.9.1963. u gradu Mostaru. Po zanimanju sam ugostitelj. Trenutno se nalazim u pritvoru u Hagu. Vous êtes marié, vous avez des enfants, et vous habitiez au moment... Oui, allez-y. Oženjen sam, imam jedno dijete od 3 godine. Et votre famille réside à l'heure actuelle à Mostar ou également?
c'était votre lieu de résidence au moment où vous avez été transféré à La Haye? Moja obitelj živi u Mostaru i sada, a živio sam i ja prije nego što sam zatvoren u Zagrebu. Odakle sam i prebačen u Hag. Ja sam se javio dragovoljno da idem i da se neću žaliti takvu odluku. Bien, je vous en remercie. Alors aujourd'hui, il s'agit de votre première comparution devant le tribunal pénal international chargé de juger les personnes présumées responsables de crimes commis en ex-Yougoslavie. C'est une formalité bien sûr substantielle et dans laquelle il faut que vous soyez présent et conscient avec votre avocat, car c'est le moment qui, après votre arrestation, c'est la deuxième fois où il vous a donné la possibilité de prendre conscience de toutes les charges que le bureau du procureur a énoncées contre vous et qu'un juge a confirmé en attendant qu'évidemment les preuves soient échangées dans un débat contradictoire. Pour que les choses soient claires, M. Martinovic, je vais d'abord demander à M. le greffier de rappeler les textes constitutifs qui sont ceux qui vous donnent un certain nombre de droits et vont vous permettre ensuite de procéder à la formalité majeure de la présente comparution, qui est de savoir si vous souhaitez plaider coupable ou non coupable, et si vous souhaitez le faire aujourd'hui, de savoir sur quel chef d'accusation vous plaidez coupable ou éventuellement vous plaidiez non coupable. Alors, monsieur le greffier, vous pouvez vous asseoir pendant cette lecture, monsieur Martinovic, et je vous demande d'être très attentif à la lecture de ces textes, ainsi que votre avocat, mais votre avocat connaît certainement ces textes très bien. Monsieur le greffier, pouvez-vous lire les textes du statut et du règlement? D'abord l'article 20 du statut du tribunal, ouverture et conduite du procès. Et je m'en tiendrai donc au point 3 de cet article 20. La Chambre de première instance donne lecture de l'acte d'accusation, s'assure que les droits de l'accusé sont respectés, confirme que l'accusé a compris le contenu de l'acte d'accusation et lui ordonne de plaider coupable ou non coupable. La Chambre de première instance fixe alors la date du procès. À 4 éventuellement, les audiences sont publiques à moins que la Chambre de première instance décide de les tenir à huis clos conformément à ses règles de procédure et de preuve. Article 21. Les droits de l'accusé. 1. Tous sont égaux devant le tribunal international. 2. Toute personne contre laquelle des accusations sont portées a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement sous réserve des dispositions de l'article 22 du statut. Point 3. Toute personne accusée est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie conformément aux dispositions du présent statut. Point 4. Toute personne contre laquelle une accusation est portée en vertu du présent statut a droit en pleine égalité au moins aux garanties suivantes. A. À être informée dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle. B. À disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix. C. À être jugée sans retard excessif. D. À être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix. Si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un et chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur sans frais si elle n'a pas les moyens de le rémunérer. E. À interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. F.
à se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. G. À ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable. Ensuite, l'article 62 du règlement de procédure et de preuve du tribunal. Article 62, comparution initiale de l'accusé. Après le transfert d'un accusé au siège du tribunal, le président attribue immédiatement l'affaire à une chambre de première instance. L'accusé comparaît sans délai devant la chambre et y est mis formellement en accusation. La chambre de première instance 1. S'assure que le droit de l'accusé à l'assistance d'un conseil est respecté. 2. Donne lecture ou fait donner lecture de l'acte d'accusation à l'accusé dans une langue qu'il parle et comprend et s'assure que l'intéressé comprend l'acte d'accusation. 3. Informe l'accusé que, dans les 30 jours suivant sa comparution initiale, il lui sera demandé de plaider coupable ou non coupable pour chaque chef d'accusation, et qu'il peut, s'il le demande, plaider immédiatement coupable ou non coupable pour un ou plusieurs chefs d'accusation. 4. Si l'accusé ne plaide ni dans un sens ni dans l'autre lors de la comparution initiale ou lors d'une comparution ultérieure, prend note en son nom d'un plaidoyer de non-culpabilité. 5. Si l'accusé plaide non coupable, donne instruction au greffier de fixer la date du procès. 6. Si l'accusé plaide coupable, agit conformément à l'article 62 bis. 7. Donne instruction au greffier de fixer toute autre date appropriée. Donc, pour terminer, l'article 62 bis, plaidoyer de culpabilité. Si un accusé plaide coupable, conformément au paragraphe 6 de l'article 62, demande à revenir sur son plaidoyer de non-culpabilité, et si la chambre de première instance estime que 1. Le plaidoyer de culpabilité a été fait délibérément, 2. Il est fait en connaissance de cause, 3. Il n'est pas équivoque, et 4. Qu'il existe des faits suffisants pour établir le crime et la participation de l'accusé à celui-ci, compte tenu soit d'indices indépendants, soit de l'absence de tout désaccord déterminant entre les parties sur les faits de l'affaire. La chambre de première instance peut déclarer l'accusé coupable et donne instruction au greffier de fixer la date de l'audience consacrée au prononcé de la sentence. Merci, monsieur le greffier. Je me tourne vers Maître Seric. Vous aviez bien reçu l'acte d'accusation, Maître Seric, dans la langue qui est la vôtre? Časni sude, dobili smo optužnicu na svom jeziku. Vous avez pu en discuter avec votre client? Vous avez pu en discuter avec votre client? Da, časni sude, kad je obrana primila optužnicu, imao sam prilike s njim kontaktirati i bilo mi je omogućeno i ovdje u Hagu da s njim kontaktiram i dogovaram. Je vous en remercie. Vous pouvez vous asseoir. Je vais demander à monsieur le greffier d'à présent de lire l'acte d'accusation. Je voudrais, monsieur le greffier, que vous rappeliez que cet acte d'accusation concerne 2 mis en accusation, 2 personnes. Donc en effet, l'acte d'accusation concerne tant M. Vinko Martinovic alias Stella que Mladen Naletilic alias Tuta. Il s'agit de l'affaire numéro IT 9834I, donc le procureur contre Mladen Naletilic. Alors, avant que vous poursuiviez, je voudrais appeler l'attention de M. Martinovic. Vous avez entendu à la lecture des textes, c'est pour cela qu'ils vous sont rappelés, que vous avez la possibilité de retarder de 30 jours votre plaidoyer de culpabilité, c'est-à-dire votre déclaration de plaidoyer coupable ou non coupable. Est-ce que Maître Seric a bien fait part de cette information à M. Martinovic?
ma question est celle-ci. Si on lui a bien fait part de cette information, je voudrais mettre Siric et ensuite que M. Martinovic me le confirme. Est-ce que vous avez décidé d'utiliser ce délai de 30 jours ou est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui à, sur chaque chef d'accusation, à dire que votre client plaide coupable ou plaide non coupable? Est-ce que vous voulez utiliser le délai de 30 jours ou est-ce que vous êtes prêt à procéder à la déclaration de culpabilité ou de non-culpabilité, de plaidoyer de culpabilité ou de non-culpabilité aujourd'hui même? Maître Siric. Časni sude, spremni smo danas se očitovati na optužnicu. I moj klijent također, jasno. Bien, bien. Alors je vous en remercie. Monsieur Martinovic, vous me confirmez que vous êtes prêt aujourd'hui même à dire si vous plaidez coupable ou non coupable sur chaque chef d'accusation? Me levez-vous, Monsieur Martinovic, et est-ce que vous confirmez ce qu'a dit votre avocat, s'il vous plaît? Merci. Alors, ce que nous allons procéder de cette façon-ci, Monsieur Martinovic, pour que les choses soient très claires. Monsieur le greffier va lire l'acte d'accusation. Vous allez rester assis pendant cette lecture. Mais lorsque, à la fin de chaque séquence de faits qui vous sont reprochés par le bureau du procureur, on énonce le chef d'accusation, je vous demanderai de vous lever et je vous poserai la question de savoir si vous plaidez coupable ou si vous plaidez non coupable. Vous êtes d'accord? Bien. Alors, à présent, vous pouvez vous asseoir et quand je vous le dirai, vous vous lèverez. Écoutez bien, car il s'agit des charges qu'impute contre vous le procureur. Pour l'instant, vous pouvez vous asseoir, Monsieur Martinovic. Monsieur le greffier, par contre, vous vous levez, excusez-moi, mais il s'agit de la lecture de l'acte d'accusation et je tiens à ce que vous soyez debout. Excusez-moi, Monsieur Dubuisson, vous pouvez commencer. Donc, le procureur contre Mladen Nalitilic alias Tuta, Vinko Martinovic alias Stella. Acte d'accusation. Le procureur du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, en vertu des pouvoirs qui lui confère l'article 18 du statut du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, le statut du tribunal accuse Mladen Nalitilic alias Tuta et Vinko Martinovic alias Stella de crimes contre l'humanité, d'infractions graves aux conventions de Genève et de violation des lois ou coutumes de la guerre. Contexte. 1. Le 25 juin 1991, la Croatie a proclamé son indépendance dont la mise en œuvre a été suspendue jusqu'au 8 octobre 1991. La République de Croatie a été reconnue par la communauté européenne le 15 janvier 1992 et a été admise au sein des Nations Unies le 22 mai 1992. 2. La Bosnie-Herzégovine a proclamé son indépendance le 3 mars 1992. La République de Bosnie-Herzégovine a été reconnue par la communauté européenne le 6 avril 1992 et par la République de Croatie le 7 avril 1992. La République de Bosnie-Herzégovine a été admise au sein des Nations Unies le 22 mai 1992. 3. La communauté croate de Hersek-Bosna, HZHB, a été créée le 18 novembre 1991, se proclamant entité politique, culturelle, économique et territoriale, séparée ou distincte sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine. Elle avait notamment pour objectif de tisser des liens étroits avec la République de Croatie. Le fait que la HZHB utilisait la monnaie et la langue croate et que la République de Croatie avait octroyé la nationalité croate aux Croates de Bosnie prouve la réalité de ce dessein, favorisé par la République de Croatie. 4. Le 14 septembre 1992, la Cour constitutionnelle de la République de Bosnie-Herzégovine a déclaré la HZHB illégale.
ni la HZHB, autoproclamée, ni la République croate de Herzeg-Bosna, HRHB, autoproclamée par la suite, n'ont jamais été reconnues internationalement. 5. L'article 3 de la déclaration portant création de la HZHB, datée du 18 novembre 1991, indiquait que Mostar était la capitale de cette communauté. La désignation de Mostar comme capitale de la communauté croate autoproclamée a été réaffirmée dans le décret du président de la HZHB, daté du 8 avril 1992, et faisant du Conseil croate de défense, le HVO, l'organe suprême exécutif, administratif et de défense de la Herzeg-Bosna, avec Mostar comme quartier général. Cette désignation a également été réaffirmée dans le décret pris par ce même président en date du 28 août 1993, par lequel la HZHB se déclarait HRHB. 6. Le recensement officiel de 1991 indique que, avant le déclenchement du conflit, la municipalité de Mostar comptait 126 628 habitants, dont 43 856, soit 34,6%, étaient musulmans, 43 037, soit 33,9%, étaient croates, 23 846, soit 18,8%, étaient serbes, 12 768, soit 9,9%, étaient yougoslaves, et 3 121, soit 2,4%, d'une autre origine ethnique. Mostar est la capitale historique de la Herzégovine et la plus grande ville de cette région. Le territoire de la municipalité de Mostar inclut notamment les districts et villages suivants: Raštani, Bijelopolje, Vejno, Potoci, Rudnik, Ilići, Đikovina, Panjerina, Rodoč, Podom, Zahom et Blagaï. 7. Durant toute la période couverte par le présent acte d'accusation, l'armée de la République de Croatie, HV, a aidé et soutenu le HVO et a déployé ses propres unités dans Mostar et dans d'autres municipalités de Bosnie-Herzégovine. Parmi les unités qui agissaient en liaison avec les autorités de la République de Croatie et qui ont participé à des actions conjointes avec les unités de la HV, on trouve la Kažnjenička Bojna, le bataillon des condamnés, également connu sous le nom de bataillon disciplinaire, la brigade Tutićeva, les Tutići ou hommes de Tuta, dénommés ci-après le KB, placé sous le commandement de Mladen Naletilić. 8. Dès le mois d'octobre 1992, le HVO a lancé une attaque contre la population musulmane de Bosnie de la municipalité de Prozor. Par la suite, la HV et le HVO ont participé à un conflit armé les opposant aux forces armées du gouvernement de la Bosnie-Herzégovine, ABIH, et qui a duré jusqu'en février 1994. 9. En avril 1993, le HVO a lancé une série d'attaques dirigées contre la population civile musulmane de Bosnie, comme l'attaque d'Armići le 16 avril et d'autres localités de Bosnie centrale. Dans le même temps, le 17 avril 1993, les forces de la HV et du HVO, dont le KB, ont, sous le commandement général de Mladen Naletilić, attaqué les villages de Sovići et de Doljani, municipalité de Jablanica, et ont procédé au transfert forcé de la population musulmane de Bosnie et ont détruit les biens de cette dernière. Au mois d'avril 1993 également, le HVO a commencé à arrêter dans les municipalités de Herzégovine, de Stolac, Čapljina et Mostar les personnalités musulmanes de Bosnie et à prendre diverses mesures de persécution à l'encontre de la population musulmane de Bosnie. Il a ainsi démis de leur poste des musulmans de Bosnie, tant dans le secteur public que privé, pratiqué une discrimination dans la distribution de l'aide humanitaire,
attaquer les maisons et les biens des musulmans de Bosnie et imposer l'utilisation de la langue croate et le programme scolaire croate. 10. Le 9 mai 1993, les forces de la HV et le HVO, dont le KB, ont lancé une offensive militaire de grande envergure contre la population musulmane de Bosnie de Mostar et contre les positions de l'ABIH dans la ville, déclenchant ainsi un conflit armé avec l'ABIH dans la municipalité de Mostar. Par la suite, la population musulmane de Bosnie a été la cible d'une campagne de violence de grande ampleur dans les zones de Mostar, occupées par la HV et le HVO, campagne qui a duré au moins jusqu'au cessez-le-feu et aux accords de paix de février et mars 1994. De l'autre côté de la ligne de front, la partie de la ville tenue par l'ABIH était assiégée par les forces de la HV et du HVO qui bombardaient massivement cette zone et empêchaient l'arrivée de l'aide humanitaire et des produits de première nécessité. Mladen Naletilic, en qualité de commandant du KB, et Vinko Martinovic, en qualité de commandant de la compagnie Mormak ou Vinko Škrobo, relevant du KB, ont été les principaux responsables lors de cette campagne dirigée contre la population musulmane de Bosnie. 11. L'objectif de cette campagne, menée par les forces de la HV et du HVO, communément dénommée nettoyage ethnique, était de prendre le contrôle de Mostar, de Jablanica et d'autres municipalités de Bosnie-Herzégovine et de forcer la population musulmane de Bosnie à quitter ces territoires ou de réduire et d'assujettir cette population. Parmi les moyens utilisés pour atteindre cet objectif, on trouve le meurtre, les sévices corporels, la torture, les évacuations forcées, la destruction du patrimoine culturel et religieux, le pillage, la privation de droits civils et humains fondamentaux et les expulsions, détentions et internements en masse, tous ces actes étant exécutés suivant un plan systématique de discrimination ethnique. À la suite de cette campagne, des dizaines de milliers de musulmans de Bosnie ont abandonné Mostar, Jablanica et d'autres municipalités en Bosnie-Herzégovine. Il n'est pratiquement rien resté de la diversité ethnique traditionnelle de ces municipalités et une société et des institutions homogènes sur le plan ethnique ont été mises en place par la force dans ces régions. Les accusés. 12. Mladen Naletilic, alias Tuta, fils de Mate et de Slavka, est né le 1er décembre 1946 à Listica Široki Brijeg, dans la municipalité de Široki Brijeg, en Bosnie-Herzégovine. Mladen Naletilic est croate de Bosnie de naissance. Il a acquis par la suite la nationalité de la République de Croatie, dont il est encore ressortissant à ce jour. Mladen Naletilic est allé à l'école primaire. Il a quitté la République socialiste fédérative de Yougoslavie à la fin des années 1960 ou au début des années 1970 et est demeuré à l'étranger jusqu'à son retour dans son pays d'origine en 1990. 13. Vinko Martinovic, alias Stella, fils d'Ivan, est né le 21 septembre 1963 à Mostar, en Bosnie-Herzégovine. Vinko Martinovic est croate de Bosnie de naissance. Il a acquis par la suite la nationalité de la République de Croatie, dont il est encore ressortissant à ce jour. Autorité du supérieur hiérarchique. 14. Pendant toute la période couverte par le présent acte d'accusation, Mladen Naletilic était le commandant du KB, une unité spéciale créée par lui-même en juin 1991 ou vers cette date. Le KB était composé d'environ 200 à 300 soldats répartis en plusieurs compagnies dénommées ATG ou ATJ, groupes antiterroristes ou unités, cantonnés dans les municipalités de Mostar, Listica, Široki Brijeg et Ljubuški. Les tâches principales du KB consistaient à mener des missions de combat sur la ligne de front, à procéder à des expulsions et à lancer des attaques contre les civils musulmans de Bosnie sur les territoires occupés par la HV et le HVO. Le KB agissait en tant que composante du HVO et de la HV ou en coordination avec ses forces. 15.
Mladen Naletilić a exercé son contrôle dans le domaine militaire comme toute personne investie d'un pouvoir hiérarchique. Il a notamment mis en place la structure organisationnelle du KB. Il a participé à la gestion et au contrôle des finances du KB. Mladen Naletilić était aussi chargé de verser la solde des membres du KB. Il prenait des décisions logistiques et tactiques. Il veillait à ce que ses troupes soient prêtes à combattre. Il planifiait, préparait et menait les opérations militaires effectuées soit par le KB, soit en coordination avec d'autres unités du HVO et de la HV sous le commandement général des deux armées. Et il assurait la coordination avec les officiers supérieurs de la HZHB, de la HRHB et de la République de Croatie. 16. Mladen Naletilić a exercé son pouvoir sur les membres du KB de façon directe, en rencontrant presque quotidiennement ses subordonnés directs et les commandants en second du KB, en dialoguant fréquemment avec les hommes de troupes, en visitant les différentes bases du KB et en remplissant des fonctions de commandant sur le terrain lors de certaines opérations militaires. 17. Vinko Martinović était commandant dans la milice HOS, Force croate de défense, à Mostar en 1992. Il est par la suite devenu membre du KB. Pendant toute la période couverte par le présent acte d'accusation, Vinko Martinović était le chef de la compagnie du KB, ATG Murmak, dénommé par la suite Vinko Škrobo. Il était un subordonné de Mladen Naletilić. Comme toute personne investie d'un pouvoir hiérarchique, Vinko Martinović a participé à des opérations militaires sous le commandement du KB et en coordination avec d'autres unités du HVO et de la HV sous le commandement général de ces deux armées. Pendant toute la période couverte par le présent acte d'accusation, Vinko Martinović était, dans la ville de Mostar, responsable d'une portion de la ligne de front dans le boulevard où le ATG Murmak, dénommé ensuite Vinko Škrobo, était déployé sous son commandement. Il était aussi chargé de la base et des bâtiments de cette unité dans la rue Kalemova. Allégation générale. 18. Pendant toute la période couverte par le présent acte d'accusation, le territoire de la Bosnie-Herzégovine était le théâtre d'un conflit armé international et était partiellement occupé. 19. Tous les actes et omissions présentés comme des infractions graves aux conventions de Genève de 1949, infractions graves, sanctionnées par l'article 2 du statut du tribunal, se sont produits durant ce conflit armé international et cette occupation partielle. 20. Toutes les victimes auxquelles les accusations font référence, qu'il s'agisse de civils ou de prisonniers de guerre, étaient à toutes les époques en cause des personnes protégées par les conventions de Genève de 1949. 21. Dans chacun des paragraphes faisant état de crimes contre l'humanité, les actes ou omissions reprochés aux accusés s'inscrivaient dans le cadre d'une attaque généralisée, à grande échelle ou systématique dirigée contre la population musulmane de Bosnie. 22. Les accusés dont il est question dans le présent acte d'accusation étaient tenus de respecter les lois ou coutumes de la guerre régissant la conduite de la guerre, y compris les conventions de Genève de 1949. 23. Mladen Naletilić et Vinko Martinović sont individuellement responsables des crimes qui leur sont reprochés dans le présent acte d'accusation en application de l'article 7.1 du statut du tribunal, et ce pour avoir planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou de toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter les actes ou omissions présentés ci-après. « 24. Mladen Naletilić et Vinko Martinović sont également, ou à défaut responsables en qualité de supérieurs hiérarchiques, des actes de leurs subordonnés en application de l'article 7.3 du statut du tribunal. Un supérieur est responsable des actes de ses subordonnés s'il savait ou avait des raisons de savoir que ces derniers s'apprêtaient à commettre ces actes ou les avaient commis, et s'il n'a pas pris les mesures nécessaires et raisonnables
pour empêcher d'autres actes de ce type ou pour en punir les auteurs. Accusation. Chef d'accusation 1, persécution. 25. Le 17 avril 1993, dans la municipalité de Jablanica, le KB a, aux côtés d'autres unités de la HV et du HVO, attaqué les villages de Sovici et Doljani et a ensuite procédé au transfert forcé des musulmans de Bosnie, à la destruction de leurs biens et de la mosquée de Sovici. Mladen Naletilić était le commandant général lors de cette attaque et a ordonné à ses subalternes de détruire les biens des musulmans de Bosnie et la mosquée de Sovici, d'arrêter tous les hommes adultes musulmans de Bosnie et d'expulser et de transférer de force les civils musulmans de Bosnie vers le territoire placé sous le contrôle de l'ABIH. 26. Dans la municipalité de Mostar, le transfert forcé et l'internement des civils musulmans de Bosnie ont commencé en même temps que l'attaque menée le 9 mai 1993 par la HV et le HVO et se sont poursuivis jusqu'en janvier 1994 au moins. 2 vagues importantes de transferts forcés et de mise en détention se sont toutefois succédées. L'une dans les jours qui ont suivi l'attaque du 9 mai 1993 et l'autre pendant les premiers jours de juillet 1993. Lorsque le KB et les autres unités du HVO avaient identifié les personnes d'origine ethnique musulmane, ils les arrêtaient, les expulsaient, pillaient leurs biens et les transféraient de force dans des centres de détention placés sous le contrôle du HVO ou, de l'autre côté de la ligne de front, vers des territoires contrôlés par l'ABIH. 27. Entre avril 1993 et janvier 1994 au moins, des milliers de civils musulmans de Bosnie ont été incarcérés dans des centres de détention placés sous l'autorité du HVO dans la région de Mostar et dans les municipalités voisines. Les sévices corporels, les actes de torture et les meurtres étaient monnaie courante et avaient lieu continuellement dans ces centres de détention. 28. Le complexe de l'héliodrome, situé à Rodoč, dans la municipalité de Mostar, était le centre de détention le plus important de la région. Les civils et les prisonniers de guerre musulmans de Bosnie arrêtés sur ordre de Mladen Naletilić et de Vinko Martinović y étaient internés. Les membres du KB y ont infligé des sévices aux détenus musulmans de Bosnie et les y ont torturés. En outre, pendant toute la période en cause, les subordonnés de Mladen Naletilić et de Vinko Martinović ont régulièrement emmené des détenus du complexe de l'héliodrome sur les lignes de front, où ils les obligeaient à effectuer certains travaux et les utilisaient comme boucliers humains. 29. Pendant toute cette période, Mladen Naletilić s'est rendu en de nombreuses occasions au camp de l'héliodrome et n'ignorait pas que des civils musulmans de Bosnie y étaient détenus. Il savait en outre que les conditions de détention y étaient inhumaines et que des détenus y étaient victimes de mauvais traitements. Mladen Naletilić était en contact avec les commandants du camp de l'héliodrome, avait accès aux principaux bâtiments du centre et était responsable des troupes du KB cantonnées dans le centre. 30. Dans la rue Kalemova de la ville de Mostar, le KB gérait sous la responsabilité de Vinko Martinović la base de la compagnie dénommée ATG Mrmak, appelée plus tard Vinkoš Krobo. Des détenus musulmans de Bosnie étaient incarcérés dans cette base qui servait de centre pour les attaques contre les civils musulmans de Bosnie, en particulier les évacuations forcées, les pillages et les expulsions de l'autre côté de la ligne de front, ainsi que pour l'utilisation de détenus comme boucliers humains ou leur affectation à des travaux forcés. Mladen Naletilić s'est régulièrement rendu dans ces endroits pour rencontrer Vinko Martinović et d'autres membres du KB. 31. Mladen Naletilić savait que, outre le camp de l'héliodrome,
des centres de détention existaient à Mostar et dans les municipalités voisines, et que des civils musulmans de Bosnie y étaient incarcérés et soumis à des mauvais traitements. En particulier, Mladen Naletilić savait que des centres de détention se trouvaient dans la municipalité de Listica Široki Brijeg, comme l'école primaire de Dobkovići, le poste de police du MUP et les bases du KB à Listica Široki Brijeg, Ljubučki et Mostar, où des musulmans de Bosnie étaient aussi détenus. Les prisonniers musulmans de Bosnie incarcérés à l'école primaire de Dobkovići étaient forcés de travailler dans la propriété privée de Mladen Naletilić. 32. Sous la responsabilité de Mladen Naletilić et de Vinko Martinović, le KB a transféré de force les civils musulmans de Bosnie vers la ligne de front dans la municipalité de Mostar et les a contraints à traverser celle-ci pour rejoindre le territoire tenu par l'ABIH. Mladen Naletilić et Vinko Martinović ont donné l'ordre d'expulser les musulmans de Bosnie et de piller et détruire leurs maisons et leurs biens. 33. Pendant cette période, Mladen Naletilić et Vinko Martinović ont torturé à plusieurs reprises les détenus musulmans de Bosnie, ont ordonné à leurs subalternes de torturer les musulmans de Bosnie ou les ont incités à le faire en donnant eux-mêmes l'exemple. De grandes souffrances physiques et mentales ont été infligées intentionnellement aux musulmans de Bosnie pour leur extorquer des renseignements, les punir, leur faire payer l'évolution défavorable de la situation sur les lignes de front, les intimider, et ce en raison de leur appartenance ethnique ou de leur religion. 34. Entre avril 1993 environ et janvier 1994 au moins, Mladen Naletilić, en qualité de commandant du KB, et Vinko Martinović, en qualité de chef de la compagnie Mrmak ou Vinko Škrobo de la KB, ont, avec d'autres dirigeants, agents et membres de la HV et du HVO, planifié, incité à commettre, ordonné ou commis, ou aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter un crime contre l'humanité. Ils se sont en effet livrés sur le territoire appartenant prétendument à la HZHB et à la HRHB à la persécution généralisée ou systématique de civils musulmans de Bosnie pour des motifs politiques, raciaux, ethniques ou religieux, en utilisant les moyens ci-après, y compris selon le cas, en se rendant coupable des actes et comportements décrits au chef 2 à 22 ci-après. A. En internant, détenant, transférant de force et déportant illégalement des civils musulmans de Bosnie, y compris de la façon décrite aux paragraphes 53 et 54. B. En soumettant les musulmans de Bosnie à des actes de torture et des actes inhumains, à un traitement inhumain et cruel, en les tuant délibérément, en leur causant intentionnellement de grandes souffrances, en les forçant à travailler au mépris de la loi, notamment sur les lignes de front à Mostar, et en les utilisant comme boucliers humains, ce qui, dans certains cas, a causé leur mort, y compris de la façon décrite au paragraphe 35 et non 32, comme repris erronément dans la traduction française, donc 35 à 52. C. En détruisant et en saccageant gratuitement les habitations et les bâtiments musulmans de Bosnie, y compris de la façon décrite au paragraphe 55, 56 et 58, et D. En pillant les biens publics et privés des musulmans de Bosnie, y compris de la façon décrite au paragraphe 57. Oui, alors attendez, monsieur le greffier, là je vais demander à monsieur Martinović de se lever. Alors, pour toutes les considérations qui viennent d'être lues, monsieur le greffier va vous lire le chef d'inculpation, le chef d'accusation numéro 1. Monsieur le greffier, pouvez-vous le lire, s'il vous plaît? Et vous allez nous dire ensuite si vous plaidez coupable ou non coupable sur ce chef d'accusation numéro 1. Alors vous reprenez par ses actes et omissions. Donc, Vinko Martinović a commis chef 1,
Persécution pour des motifs politiques, raciaux et religieux, un crime contre l'humanité sanctionné par les articles 5H, 7.1 et 7.3 du statut du tribunal. Vous plaidez coupable ou vous plaidez non coupable pour ce chef d'accusation, M. Martinović? Nisam kriv. Bien, je note que vous plaidez non coupable. Monsieur le greffier, vous notez que M. Martinović plaide non coupable. Vous pouvez vous rasseoir, M. Martinović. Nous poursuivons la lecture de l'acte d'accusation. Merci. Chef 2 à 8. Travail illégal et bouclier humain en tant que traitement inhumain et homicide intentionnel. 35. Entre avril 1993 environ et jusqu'en janvier 1994 au moins, Mladen Naletić, Vinko Martinović et leurs subordonnés ont forcé des musulmans de Bosnie internés dans différents centres de détention placés sous l'autorité du HVO à exécuter des travaux lors d'opérations militaires et les ont utilisés comme boucliers humains dans le boulevard et la rue Chanticheva à Rashtani, Stotina et dans d'autres endroits le long de la ligne de front dans la municipalité de Mostar. 36. Suite à l'attaque de la ville de Mostar par la HV et le HVO le 9 mai 1993, la ligne de front avec l'ABIH suivait le tracé du boulevard et de la rue Santicheva. De mai 1993 à février 1994, le KB était engagé dans des combats le long du boulevard et de la rue Santicheva et contrôlait certaines parties de cette ligne de front. Celle-ci était à la fois le théâtre de tirs nourris d'armes légères et d'échanges d'artillerie entre les factions ennemies, et l'endroit principal où les prisonniers musulmans de Bosnie étaient amenés pour des travaux forcés et pour servir de bouclier humain. 37. De mai 1993 à janvier 1994 au moins, des détenus étaient régulièrement emmenés du camp de l'Héliodrome et d'autres centres de détention vers les bases du KB dans la ville de Mostar pour être finalement transférés vers les lignes de front. Les détenus étaient contraints, au péril de leur vie, d'accomplir diverses missions dangereuses de soutien militaire au profit de la HV et du HVO. Ils devaient notamment creuser des tranchées, construire des moyens de défense avec des sacs de sable, emmener les soldats de la HV ou du HVO blessés ou tués, transporter des munitions et des explosifs le long de la ligne de front et les installer en face des positions de l'ABIH. Ces tâches étaient souvent effectuées par les détenus dans des conditions qui les exposaient directement aux tirs ennemis, ce qui permettait de protéger les soldats du HVO. Dès lors, les détenus étaient transformés en boucliers humains. En d'autres occasions, le KB a utilisé des détenus uniquement pour protéger des tirs ennemis ses soldats et ceux d'autres unités HV et HVO ou pour attirer le feu ennemi sur les détenus afin de déterminer les positions de l'ABIH. 38. Du fait des échanges de tirs nourris et de leur exposition directe à ces tirs, ajoutés à la faible distance séparant les belligérants, les détenus et les prisonniers avaient les plus grandes chances d'être tués ou grièvement blessés. Mladen Naletić et Vinko Martinović connaissaient ces risques. Exposer sciemment les détenus musulmans de Bosnie à ces risques revenait à leur infliger un traitement inhumain et dans certains cas à causer des blessures ou à provoquer leur mort. 39. De mai 1993 à janvier 1994, Mladen Naletić s'est rendu à plusieurs reprises au camp de l'Héliodrome et sur les bases du KB dans la ville de Mostar, où il a rencontré ses subordonnés et des détenus. S'étant rendu sur place et recevant des rapports de ses subordonnés, Mladen Naletić savait que des détenus et des prisonniers étaient contraints d'exécuter certains travaux et servaient de boucliers humains et qu'ils pouvaient y laisser leur vie ou être blessés. « 40. Pendant cette période, Vinko Martinović, en qualité de chef de la compagnie Mrmak ou Vinko Škrobo,
utilisait régulièrement des détenus pour des travaux forcés lors d'opérations militaires et comme bouclier humain le long des lignes de front dans la ville de Mostar. 41. Le 17 septembre 1993, la HV et le HVO ont lancé une offensive contre les positions de l'ABIH le long du boulevard et de la rue Sant'Eciva, dans la ville de Mostar. Dans le cadre de cette offensive, Vinko Martinović a ordonné que des détenus musulmans de Bosnie soient utilisés à des fins militaires sur la partie de la ligne de front située sur le boulevard, dont il était responsable. Suite aux ordres de Vinko Martinović, plusieurs détenus ont reçu des fusils factices en bois et des vêtements militaires et ont été forcés de marcher aux côtés d'un char en direction des positions ennemies. L'objet de cette opération était d'amener la BIH à tirer sur les détenus déguisés en soldats afin que le char du HVO puisse déterminer les positions occupées par l'ennemi. 42. Le même jour et à peu près à la même heure, une quinzaine de prisonniers et de détenus ont été déployés comme boucliers humains dans une partie voisine de la ligne de front du boulevard, placée sous le commandement de Vinko Martinović, afin de protéger les soldats du HVO qui passaient à l'attaque. Une dizaine de détenus ont été ainsi tués, et notamment Šolaković Aziz, Šolaković Harmdja, Pajo Enis. 43. Le 23 septembre 1993, Mladen Naletilić a ordonné au KB d'attaquer le village de Rashtani, dans la municipalité de Mostar. Au cours de l'attaque, des détenus musulmans de Bosnie venant du camp de l'héliodrome ont été forcés de marcher devant les attaquants et de franchir les lignes de l'ennemi afin de fouiller ses positions. Les détenus étaient contraints d'exécuter ces tâches au péril de leur vie, exposés qu'ils étaient aux échanges continus de tirs. 44. Pendant cette période, Mladen Naletilić, Vinko Martinović et leurs subordonnés ont également contraint des détenus musulmans de Bosnie à accomplir des travaux dans d'autres endroits que les lignes de front. Les détenus musulmans de Bosnie ont, entre autres, été forcés d'effectuer des travaux de construction, d'entretien et de réparation dans les propriétés privées des membres et des commandants du KB, de creuser des tranchées, de fortifier les positions du KB ou d'autres forces de la HV et du HVO, et d'aider les membres du KB à piller les maisons et les biens des musulmans de Bosnie. Pouvez vous lever, monsieur Martinović? L'ensemble de ce qui vient d'être présenté dans l'acte d'accusation constituent les chefs d'accusation numéro 2 à numéro 8. Monsieur le greffier va les énoncer et à la suite de chacun, je vous demanderai si vous plaidez coupable ou si vous plaidez non coupable. Alors, monsieur le greffier, donc, allez-y. Par ces actes et omissions, Vinko Martinović a commis. Chef 2. Actes inhumains. Un crime contre l'humanité sanctionné par les articles 5.1, 7.1 et 7.3 du statut du tribunal. Vous plaidez coupable, vous plaidez non coupable, monsieur Martinović? Chef 3. Traitement inhumain. Une infraction grave aux conventions de Genève de 1949 sanctionnée par les articles 2b, 7.1 et 7.3 du statut du tribunal. Vous plaidez coupable, vous plaidez non coupable? Chef 4. Traitement cruel. Une violation des lois ou coutumes de la guerre au terme de l'article 3 du statut, sanctionné par l'article 3.1a des conventions de Genève et les articles 7.1 et 7.3 du statut. Vous plaidez coupable, vous plaidez non coupable? Chef 5. Travail illégal. Une violation des lois ou coutumes de la guerre au terme de l'article 3 du statut, sanctionné par l'article 51 de la 4e Convention de Genève et les articles 49 et 50 de la 3e Convention de Genève et les articles 7.1 et 7.3 du statut. Martinović, vous plaidez coupable ou vous plaidez non coupable?
Nisam kriv. Chef 6. Assassinat. Un crime contre l'humanité sanctionné par les articles 5A, 7.1 et 7.3 du statut du tribunal. Vous plaidez coupable ou vous plaidez non coupable, Monsieur Martinovic? Nisam kriv. Chef 7. Homicide intentionnel. Une infraction grave aux conventions de Genève de 1949, sanctionnée par les articles 2A, 7.1 et 7.3 du statut du tribunal. Vous plaidez coupable ou vous plaidez non coupable, Monsieur Martinovic? Nisam kriv. Chef 8. Meurtre, une violation des lois ou coutumes de la guerre au terme de l'article 3 du statut, sanctionné par l'article 3.1a des conventions de Genève et les articles 7.1 et 7.3 du statut. Vous plaidez coupable ou vous plaidez non coupable? Nisam kriv. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons maintenant lire les chefs 9 à 12. Chef 9 à 12. Torture et le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances. 45. Au début du mois de mai 1993 et au moins jusqu'en janvier 1994, Mladen Naletilic, Vinko Martinovic et leurs subordonnés ont torturé ou causé intentionnellement de grandes souffrances aux civils et aux prisonniers de guerre musulmans de Bosnie capturés par le KB ou détenus sous l'autorité du HVO. De graves souffrances physiques et mentales ont été infligées aux détenus musulmans de Bosnie pour leur extorquer des renseignements, les punir, leur faire payer l'évolution défavorable de la situation sur les lignes de front ou les intimider, et ce en raison de leur appartenance ethnique ou de leur religion. Pendant cette période, Mladen Naletilic et Vinko Martinovic ont, à maintes reprises, commis et aidé et encouragé des actes de torture, causé intentionnellement de grandes souffrances et, par l'exemple qu'ils donnaient, ont incité et encouragé leurs subordonnés à commettre des actes de torture ou à causer de grandes souffrances aux détenus musulmans de Bosnie. 46. Mladen Naletilic a commis et incité à commettre des actes de torture ou à infliger et inciter à infliger de grandes souffrances aux détenus musulmans de Bosnie le 20 avril 1993 à la suite de l'attaque lancée sous son commandement général contre la population musulmane de Bosnie, de Sovici et de Doljani par les forces de la HV et du HVO. 47. Dans le cadre des préparatifs de l'attaque par la HV et le HVO contre Mostar le 7 mai 1993, des membres non identifiés du KB ont arrêté à Mostar le témoin B, qui à l'époque était une figure éminente de la communauté musulmane de Bosnie, et l'ont emmené à la base du KB à Listica Shiroki Brijeg. Là, Mladen Naletilic et ses subordonnés ont torturé le témoin B, lui causant ainsi de graves blessures. 48. Suite à l'attaque de la HV et du HVO contre Mostar, le 10 mai 1993, Mladen Naletilic a physiquement agressé le témoin M, prisonnier de guerre capturé à Mostar par ses subalternes. Mladen Naletilic a frappé le témoin M à plusieurs reprises dans une zone dégagée des rues de Mostar, en présence de ses subordonnés et d'autres commandants du HVO. 49. Pendant cette période, Vinko Martinovic a frappé à plusieurs reprises en présence de ses subordonnés des détenus musulmans de Bosnie dans la zone placée sous ses ordres et des civils musulmans de Bosnie au cours de leur évacuation forcée et de leurs expulsions. 50. Pendant cette période, les membres du KB infligeaient couramment des sévices corporels aux civils et aux prisonniers de guerre musulmans de Bosnie et les torturaient régulièrement. Ces sévices corporels et tortures étaient le fait d'un nombre important de membres du KB, y compris les commandants. Ils ont été commis dans différentes bases du KB à Mostar, Listica Shiroki Brijeg et Lyubutski. Les sévices corporels et des actes de torture ont aussi été infligés dans d'autres centres et camps de détention
placés sous l'autorité du HVO, comme la prison de Ljubuški et le camp de l'Héliodrome. Des sévices corporels et des actes de torture ont en outre été infligés dans plusieurs endroits après l'arrestation de prisonniers. Mladen Naletilić et Vinko Martinović savaient, ou avaient des raisons de savoir, que leurs subordonnés s'apprêtaient à commettre de tels actes, et les avaient commis, et ils n'ont pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher d'autres actes de ce type ou pour en punir les auteurs. Veuillez vous lever, Monsieur Martinović, pour nous dire comment vous voulez plaider sur les chefs d'accusation de numéro 9, 10, 11 et 12. Monsieur le greffier. Par ces actes et omissions, Vinko Martinović a commis. Chef 9. Torture, un crime contre l'humanité sanctionné par les articles 5F, 7.1 et 7.3 du statut du tribunal. Vous plaidez coupable, vous plaidez non coupable. Nisam kriv. Chef 10. Torture, une infraction grave aux conventions de Genève de 1949, sanctionnée par les articles 2B, 7.1 et 7.3 du statut du tribunal. Vous plaidez coupable, vous plaidez non coupable, Monsieur Martinović. Nisam kriv. Chef 11. Traitement cruel. Une violation des lois ou coutumes de la guerre au terme de l'article 3 du statut, sanctionné par l'article 3.1a des conventions de Genève et les articles 7.1 et 7.3 du statut du tribunal. Vous plaidez coupable, vous plaidez non coupable, Monsieur Martinović. Nisam kriv. Chef 12. Le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé, une infraction grave aux conventions de Genève de 1949, sanctionnée par les articles 2C, 7.1 et 7.3 du statut du tribunal. Monsieur Martinović, vous plaidez coupable, vous plaidez non coupable pour le chef 12. Nisam kriv. Vous pouvez vous asseoir. Monsieur le greffier, vous pouvez vous lire les chefs 13 à 17, s'il vous plaît. Chef 13 à 17. Meurtre et homicide intentionnel de Nenad Harmancic, le fait de lui avoir causé intentionnellement de grandes souffrances. 51. Nenad Harmancic, fils de Salko, né à Mostar le 19 février 1947, a été emmené en juillet 1993 avec une cinquantaine de détenus du camp de l'Héliodrome à la base de la compagnie du KB placée sous le commandement de Vinko Martinović, connu sous le nom de ATG, groupe antiterroriste Mrmak ou Vinko Shkrobo, base située dans la rue Kalemova dans la ville de Mostar. Vinko Martinović était présent sur la base et en avait le commandement direct lorsque le groupe de prisonniers dont faisait partie Nenad Harmancic est arrivé. 52. Le même jour, après son arrivée à la base de la rue Kalemova, Nenad Harmancic a rencontré Vinko Martinović et a ensuite subi des sévices corporels graves de la part des subordonnés de Vinko Martinović. Plus tard, ce même jour, Nenad Harmancic a été tué par les subordonnés de Vinko Martinović. Pouvez-vous vous lever, Monsieur Martinović? Monsieur le greffier. Par ces actes et omissions, Vinko Martinović a commis. Chef 13. Assassinat. Un crime contre l'humanité sanctionné par les articles 5A, 7.1 et 7.3 du statut du tribunal. Monsieur Martinović, vous comptez plaider coupable ou plaider non coupable pour ce chef 13, s'il vous plaît? Nisam kriv. Chef 14.
Homicide intentionnel, une infraction grave aux conventions de Genève de 1949, sanctionnée par les articles 2A, 7.1 et 7.3 du statut du tribunal. Vous plaidez coupable, vous plaidez non coupable, monsieur Martinović? Nisam kriv. Chef 15. Meurtre, une violation des lois ou coutumes de la guerre, au terme de l'article 3 du statut, sanctionné par l'article 3.1a des conventions de Genève et les articles 7.1 et 7.3 du statut du tribunal. Vous plaidez coupable, vous plaidez non coupable, monsieur Martinović? Nisam kriv. À titre subsidiaire, chef 16. Traitement cruel. Une violation des lois ou coutumes de la guerre au terme de l'article 3 du statut, sanctionné par l'article 3.1a des conventions de Genève et les articles 7.1 et 7.3 du statut du tribunal. Vous plaidez coupable, vous plaidez non coupable, si ce chef était retenu, monsieur Martinović? Nisam kriv. Une seconde simplement, monsieur le greffier. Madame Hollis, le chef 17 fait partie, est également à titre subsidiaire. C'est bien comme ça qu'il faut lire l'acte d'accusation. Yes, Your Honor. D'accord. Merci. Merci, madame Hollis. Chef 17. Donc également à titre subsidiaire, le chef 17, le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé, une infraction grave aux conventions de Genève de 1949, sanctionnée par les articles 2C, 7.1 et 7.3 du statut du tribunal. Vous plaidez coupable, vous plaidez non coupable, monsieur Martinović? Nisam kriv. Vous pouvez vous asseoir. Monsieur le greffier, le chef 18, s'il vous plaît. Chef 18, transfert de force, 53. Vers le 17 avril 1993, suivant les plans et sous le commandement général de Mladen Naletilić, le KB a, en compagnie d'autres forces de la HV et du HVO, attaqué les villages de Sovici et de Doljani dans la municipalité de Jablanica. Après la prise de Sovici, les troupes qui avaient lancé l'attaque ont, les 18 et 19 avril 1993, interné de force plusieurs centaines de civils musulmans de Bosnie dans l'école primaire. Les jours suivants, les forces placées sous le commandement de Mladen Naletilić ont rassemblé l'ensemble de la population civile musulmane de Bosnie de Sovici, environ 450 femmes, enfants et personnes âgées, dans le hameau de Junuzovici, ayant ensuite transféré ces personnes de force vers le territoire de Gornji Vakuf, placé sous le contrôle de l'ABIH. 54. Dans la municipalité de Mostar, Mladen Naletilić et Vinko Martinović étaient responsables et ont donné l'ordre du transfert forcé de civils musulmans de Bosnie, lequel a commencé le 9 mai 1993 et s'est poursuivi au moins jusqu'en janvier 1994. Les membres du KB placés sous leurs ordres ont joué un rôle de premier plan dans l'expulsion, l'arrestation et le transfert forcé de civils musulmans de Bosnie pendant la période en cause, et en particulier dans les deux vagues importantes de transferts forcés qui ont eu lieu en mai et en juillet 1993. Dès lors que les unités du KB et du HVO avaient identifié les personnes d'origine ethnique musulmane, elles les arrêtaient, les expulsaient, pillaient leurs maisons et les transféraient de force de l'autre côté des lignes de front vers les territoires contrôlés par l'ABIH. L'ABIH tenait une partie de la ville qui était assiégée par les forces de la HV et du HVO. Ces dernières bombardaient massivement la zone et empêchaient l'arrivée de l'aide humanitaire et des produits de première nécessité. Mladen Naletilić et Vinko Martinović ont commandé ces opérations dans ce but et ont donné l'ordre à leurs subordonnés de procéder au transfert forcé. Pouvez-vous vous lever, monsieur Martinović?
Monsieur le greffier. Par ses actes et omissions, Vinko Martinović a commis, chef 18, transfert illégal d'un civil, une infraction grave aux conventions de Genève de 1949, sanctionnée par les articles 2G, 7.1 et 7.3 du statut du tribunal. Vous plaidez coupable, vous plaidez non coupable, monsieur Martinović? Nisam kriv. Merci, asseyez-vous. Chef 19 à 22. Chef 19 à 22, destruction et pillage de biens. 55. Suite à la prise de Sovici et de Doliani le 17 avril 1993, Mladen Naletilić a ordonné la destruction de toutes les maisons des musulmans de Bosnie dans la région. La destruction systématique des maisons des musulmans de Bosnie a été exécutée par les forces placées sous l'autorité de Mladen Naletilić, qui, à l'époque des faits, assurait le commandement de la zone occupée par les forces de la HV et du HVO. 56. Suite à la prise de Sovici et de Doliani le 17 avril 1993, Mladen Naletilić a ordonné la destruction de la mosquée de Sovici. Celle-ci a été détruite par les forces placées sous l'autorité de Mladen Naletilić, qui, à l'époque des faits, assurait le commandement de la zone occupée par les forces de la HV et du HVO. 57. Suite à l'attaque lancée par la HV et le HVO contre Mostar le 9 mai 1993 et dans le cadre de la campagne de persécution dirigée contre la population musulmane de Bosnie qui a suivi cette attaque, les unités placées sous les ordres de Mladen Naletilić et de Vinko Martinović ont systématiquement pillé les maisons et les biens des musulmans de Bosnie. 58. Suite à la prise du village de Raštani dans la municipalité de Mostar, le 23 septembre 1993, les forces placées sous les ordres de Mladen Naletilić ont détruit les maisons du village appartenant aux musulmans de Bosnie. Pouvez-vous vous lever, monsieur Martinović? Monsieur le greffier. Par ses actes et omissions, Vinko Martinović a commis. Chef 19. Destruction de biens sur une grande échelle, une infraction grave aux conventions de Genève de 1949, sanctionnée par les articles 2D, 7.1 et 7.3 du statut du tribunal. Vous plaidez coupable ou vous plaidez non coupable, monsieur Martinović? Nisam kriv. Chef 20. Destruction sans motif que ne justifient pas les exigences militaires, une violation des lois ou coutumes de la guerre sanctionnée par les articles 3B, 7.1 et 7.3 du statut du tribunal. Vous plaidez coupable ou vous plaidez non coupable, monsieur Martinović? Nisam kriv. Chef 21. Pillage de biens publics ou privés, une violation des lois ou coutumes de la guerre sanctionnée par les articles 3E, 7.1 et 7.3 du statut. Vous plaidez coupable ou vous plaidez non coupable, monsieur Martinović? Nisam kriv. Chef 22. Saisie, destruction ou endommagement délibéré d'édifices consacrés au culte, une violation des lois ou coutumes de la guerre sanctionnée par les articles 3D, 7.1 et 7.3 du statut du tribunal. Vous plaidez coupable ou vous plaidez non coupable, monsieur Martinović? Nisam kriv. Merci. Vous pouvez vous asseoir, monsieur Martinović. Monsieur le greffier. Donc, l'acte d'accusation est signé Louis Arbour le 18 décembre 1998. Bien, je vous en remercie, monsieur le greffier. Nous allons maintenant organiser le travail de la Chambre pour les prochaines semaines et rappeler les obligations des uns et des autres. Alors, je voudrais d'abord me tourner vers le bureau du procureur. C'est madame Hollis qui prend la parole, ou c'est votre confrère, pour vous rappeler et vous demander où est-ce que vous en êtes
après vous avoir rappelé les obligations qui vous incombent à l'égard de la défense en vertu des dispositions, notamment de l'article 66A, communication des éléments que vous aviez fournis au juge May au moment de la confirmation de l'acte d'accusation et déclaration préalable de l'accusé dans les 30 jours qui suivront la comparution initiale. Est-ce que vous avez déjà pris des dispositions? Est-ce que vous comptez les prendre? Où est-ce que vous en êtes? Yes, Your Honor, we have submitted the confirmation material for translation into a language the accused understands. It is further our intention to provide a copy of the supporting material to defense counsel in the language the material currently is in, so that he may begin to review the substance of that material. That is the steps that we have taken regarding the confirmation materials. Pour l'instant, pour l'instant, je voulais m'assurer que vous ayez communiqué ce que sont vos obligations de l'article 66A, notamment les déclarations préalables de l'accusé et les pièces jointes à l'acte d'accusation. Maître Chiric, vous avez tout cela en main à l'heure actuelle dans la langue bosno-serbo-croate? Časni sud da obrana nije dobila ništa i nemamo taj materijal. Madame Hollis, pour l'instant, le Conseil ne dispose pas. Vous avez 30 jours de toute façon, mais est-ce que j'attacherai du prix à ce que ce soit fait le plus rapidement possible. Ça, ce sont des éléments que vous avez en votre disposition. Il y a peut-être des problèmes de traduction, nous allons le voir, mais sinon, il conviendrait, car vous savez que c'est à partir de maintenant que le délai ensuite, à partir du moment où toutes les pièces sont communiquées, que va courir le délai pour les exceptions préjudicielles. Et vous savez que je tiens beaucoup à ce que les débats soient commencés le plus rapidement possible, en fonction de notre calendrier, hélas très chargé. Madame Hollis, donc est-ce que vous serez en mesure de communiquer ça à votre confrère de la Défense? Yes, Your Honor. As I noted earlier, in accordance with the rule, which requires us to provide this material to the accused in a language he understands, we have submitted the material to the translation unit so that it will be translated into the Croatian language for the accused. We have taken that step with a cover letter to the translation unit indicating the provisions of the rule that we must serve this on the defense counsel within 30 days of today. And we have requested them to make this the highest priority so that we may meet that obligation. To further assist the defense, we will provide the confirmation material in the language it currently is in, which in this case would be either English for the statements. We also have some documents that are in Spanish. We will provide that material in its original language to the defense. Our intention is to have that material ready to send to the defense by Tuesday of next week. We have no statements of the accused other than any statements we may be aware of that he gave in the courts in Croatia. So at this point, we have no statements of the accused to provide to him. And those are the steps that we have taken, Your Honor, and we are very cognizant of the 30-day rule. Je vous en remercie. Monsieur Hawkins, vous remplacez un de vos collègues qui est d'habitude le juriste de cette Chambre. Est-ce que vous pouvez veiller à ce que jusqu'à mardi prochain, cette distribution de documents en fonction bien sûr de la traduction soit faite de la façon la plus diligente, monsieur Hawkins? Oui, je vous en remercie. Bien, Madame le procureur, toujours, quand est-ce que vous pourrez communiquer les déclarations des témoins que vous entendez citer à l'audience? D'abord, est-ce que vous aurez beaucoup de témoins à citer à l'audience? Est-ce que vous envisagez un procès long ou est-ce que vous avez envisagé un procès plus court? Car ceci va conditionner non seulement nos travaux de mise en état. Pour l'instant, M. John Hawkins comptait que c'est moi-même qui prends la mise en état de cette affaire.
Je verrai ensuite dans les semaines à venir s'il convient de désigner un de mes collègues. Mais pour l'instant, je m'auto-désigne comme juge de la mise en état. Donc, dans le cadre de cette mise en état, est-ce que je vous demande si vous aurez beaucoup de témoins de l'accusation à faire citer au débat? Yes, Your Honor. At this time, we expect an approximate number of witnesses for the prosecution will be 78. Bon, nous en reparlerons en conférence de mise en état. Vous savez que il y a des procès que je connais bien ici où on a cité jusqu'à 100, on a eu jusqu'à 160 témoins. Alors nous en reparlerons en conférence de mise en état pour voir si on ne peut pas essayer de réduire le nombre de témoins. C'est bien sûr votre affaire, évidemment. Mais c'est l'affaire aussi du président de la Chambre qui tient à ce que le rôle s'écoule d'une façon relativement rapide compte tenu de l'ensemble des autres procès qui sont au rôle de cette Chambre. Bien, merci Madame Hollis. Nous nous retrouverons pour en discuter en conférence de mise en état à huis clos. Maître Sirich, est-ce que vous avez l'intention, ce sera votre droit, après que vous ayez bien sûr la communication de toutes les pièces jointes à l'acte d'accusation, mais est-ce que vous avez d'ores et déjà, par rapport à l'acte d'accusation, l'intention de déposer des exceptions préjudicielles? Je ne vous demande pas une réponse ferme, bien entendu. Vous ne pouvez pas, d'ailleurs, nous la donner aujourd'hui. Časni sude, nisam u mogućnosti, nažalost, već danas to reći. Kad dobijem ovaj podupirući materijal od strane optužbe, onda ću mnogo toga više znati, dakle i na samoj statusnoj konferenciji. Hvala lijepo. Bien. Je crois que nous fixerons une conférence de mise en état. Je pense qu'il est raisonnable, M. Hawking, de la situer après l'écoulement du premier délai de 30 jours de l'article 66A. Ça ne me paraît pas nécessaire de la fixer donc dès aujourd'hui. Mais attendez-vous à ce qu'on ait une conférence de mise en état environ 30 jours après à partir d'aujourd'hui, étant entendu que M. Hawking et ensuite M. Fourmy me rendront compte de la production qui doit se faire de façon mutuelle entre les parties. Est-ce que tout ceci est noté, M. Hawking et M. Dubuisson? Oui, c'est noté, M. le Président. Merci. Alors, il faut quand même être très clair. La Chambre a un lourd calendrier. Elle vient d'achever un procès qui a été particulièrement long. Elle doit donc se consacrer à la rédaction, évidemment, de la décision qu'elle va prendre. Monsieur le greffier, je parle sous votre contrôle. Nous avons les audiences du procès de Jelizic qui reprennent le 30 août, je crois. Oui, c'est tout à fait vrai, Monsieur le Président. C'est ça. Et nous avons ensuite le procès du général Kirstich qui commencera vraisemblablement à l'automne. Donc en l'état actuel, ce que je vous demande, c'est d'être très diligent. Je demande au procureur et je demande à la défense d'être très diligent dans ces communications initiales. Pour l'instant, l'accusé, bien sûr, ne subit aucun préjudice puisqu'il faut bien que ces délais s'écoulent et qu'ensuite, il y aura peut-être des exceptions préjudicielles qui font partie des droits de l'accusé. Donc je crois qu'en l'état actuel, nous ne pouvons pas dire davantage. Voyons, est-ce que, Madame le procureur, est-ce que vous avez d'autres observations à faire? No, Your Honor, the prosecution has nothing further to add at this time. Merci, Madame Hollis. Monsieur Maître Sirich, vous avez des déclarations à faire, vous avez des observations à formuler. Alors, vous savez que dans cette chambre, comme dans les autres chambres d'ailleurs, le juriste de la chambre, ici, Monsieur John Hawking, mais sinon Monsieur Fourmy, mais ils sont tous les deux très compétents et très dévoués, et j'en profite pour leur rendre hommage, sont à votre disposition pour assurer, en quelque sorte, la liaison fluide des communications entre les parties, et ceci revenant au juge de la mise en état. Et bien entendu, j'organiserai une conférence de mise en état. Ce que je vous demande pour l'instant, c'est est-ce que vous avez des observations à faire par rapport au déroulement de la présente audience ou toute autre observation? Časni sude, nemam ništa reći, mogu samo toliko da sam zadovoljan sa ovim prvim pretresom. Hvala lijepo. Bien, je voudrais maintenant demander à M. Martinovi de se lever.
Est-ce que vous souhaitez faire une déclaration, Monsieur Martinovi? D'abord, vos conditions de détention. Vous êtes, je crois, été transféré lundi. Est-ce que vous êtes satisfait de vos conditions de détention? Parlez tout à fait, sentez-vous très très à l'aise, vous parlez devant un juge et tout peut s'entendre. Vous êtes satisfait de vos conditions de détention? Bien. Est-ce que vous avez d'autres déclarations à faire avant que je ne lève la présente audience? Si vous souhaitez faire une déclaration ou pas? Bien. Bien. Dans ces conditions, vous pouvez vous rasseoir. Vous attendrez que le tribunal que je représente à moi tout seul se lève et quitte la séance. L'audience